Nous sommes dans cette Russie en guerre. La Russie qui vit les attaques ukrainiennes. Belgorod, une région à part, celle qui n'est pas protégée. Nous sommes à 70 km du front. C'est la seule région russe touchée par les missiles et les drones. Ici, le bilan est lourd, avec des blessés, des morts et de véritables bombardements destructeurs. Bien sûr que j'ai peur. Tout s'est effondré, mon magasin a été frappé. La ville est devenue presque vide. Même si les autorités reconstruisent les bâtiments dans un temps record, la majorité des habitants ont préféré fuir le risque permanent. Mais d'autres, comme Dimitri, restent encore. Pourtant, il a vécu le pire. Les militaires m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé ma sœur. Nous sommes venus à la morgue l'identifier et il y avait des cadavres partout. C'était horrible. Le 30 décembre dernier, Belgorod a été frappé par son attaque la plus meurtrière. C'est ce jour-là, en plein centre-ville, que sa sœur Victoria, mère célibataire et ses 2 filles, ont été victimes d'une frappe ukrainienne mortelle. Les petites ont survécu, c'était la panique. Des inconnus ont trouvé les filles par terre, à côté de leur mère morte, et quelqu'un les a emmenées dans les abris. Aujourd'hui, les 2 petites filles, Anastasia 9 ans et Lisa 1 an, vivent avec leur oncle. Après avoir vu leur mère mourir sous leurs yeux, le traumatisme fait partie de leurs blessures invisibles. Pour Lisa, la guerre lui aura pris sa maman et sa jambe. Avec maman, on était à l'arrêt de bus. Il y a eu des explosions partout. Je me suis retournée et j'ai vu que maman était par terre. Du haut de ses 9 ans, Anastasia garde la tête froide pour sa petite sœur. Et même si Belgorod reste régulièrement rythmé par le son des sirènes, elle dit ne pas avoir peur grâce à ce qu'elle appelle dans son jargon d'enfant les cachettes secrètes. Ici, les abris se trouvent en dehors des maisons et des appartements. Les civils ont moins d'1 minute et pas une seconde de plus pour se retrouver dans cette structure blindée qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Mais certains n'ont pas eu le temps d'atteindre l'abri. C'est le cas du papa d'Olga, un homme de 59 ans. La veille, il fêtait son anniversaire de mariage avec son épouse entourée de sa famille. Quelques heures plus tard, sa voiture est percutée par une bombe à sous-munitions, ne lui laissant aucune chance. Papa était au téléphone avec mon frère. Mon père a commencé à crier et à dire « Attention, il y a des explosions !» et la communication a été coupée net. Malgré le deuil douloureux, Olga n'a aucune rancœur envers ses voisins ukrainiens. Je n'ai pas de haine envers les Ukrainiens, même avec ce qu'il s'est passé. Ce sont aussi des civils, comme nous, et nous avons même de la famille en Ukraine. Première victime des Ukrainiens, les habitants de Belgorod n'en oublient pas leur lien fort. Dans le village voisin de Chebekino, à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne, on ose aussi se prononcer pour la paix. J'ai ma sœur en banlieue de Kiev. C'est pas normal qu'on ne puisse pas se voir. Ce sont les mêmes gens que nous sommes des peuples slaves. Avant la guerre, il y avait un train toutes les heures entre Belgorod et le nord de l'Ukraine. Désormais, il n'y a plus aucune possibilité de se revoir. Seul le téléphone et la mémoire des morts réunissent ces 2 peuples. Extraordinaire et rare reportage de Margot Haddad et d'Elena Dabak. Grégory Philippe, si on pouvait même résumer ce sujet avec ces 2 derniers sonores, c'est ça aussi la guerre. On l'oublie peut-être trop souvent d'ailleurs parce qu'on vous parle de terrain, de soldats, de militaires, mais c'est aussi ça la guerre. Ce sont des peuples qui étaient amis, certains ont parlé de frères, et qui ont été déracinés, brisés par la volonté d'un homme, Poutine. Et puis évidemment cette petite fille amputée, qu'elle soit russe ou ukrainienne, la douleur est évidemment la même pour cette famille. Non, vous avez raison, c'est rare et difficile d'aller à Belgorod. Un coup de chapeau à Margot, qui a obtenu les autorisations, qui a passé 24 heures, qui a réussi à recueillir ces témoignages dans cette Russie en guerre. Je trouve que le titre vraiment est bien, parce que ça nous dit ça aussi, que la Russie est aussi en guerre. Alors dans cette région de Belgorod, que les Ukrainiens parviennent à frapper plus ou moins régulièrement, il y a eu d'autres opérations menées en territoire russe, sur des raffineries, des installations électriques, etc. Et puis, il y a la Russie qui perd aussi des hommes, beaucoup d'hommes. Je crois qu'on est à
400 000, 500 000. Le ministère de la Défense britannique parle de 450 000 voilà. ce matin. Mis hors de combat, soit tués, soit blessés. Donc cette Russie en guerre, c'est ça aussi. C'est les habitants de Belgorod qui, comme leurs voisins ukrainiens, sont traumatisés par les bombardements et quand même des pertes humaines extrêmement lourdes côté russe. Ça devient quand même un sujet. Aline, votre réaction à justement ce qu'on voit pas beaucoup, ce qu'on nous montre pas à la télé russe, ces Russes qui sont aussi impactés directement, visiblement, par ce qui se passe à la frontière là, et que Poutine ne voudrait peut-être pas forcément voir dans son narratif à lui, qui est que tous les Russes soutiennent la guerre. Ça, c'est sûr qu'il ne tient pas à ce que passent en boucle des images de petites filles amputées, ça c'est certain, mais de savoir, alors c'est un enfer, c'est l'enfer de dire ça, mais de se rendre compte que le nombre de petites filles amputées côté ukrainien est assez gigantesque. En fait, la question, il y a d'ailleurs beaucoup d'institutions qui sont visitées régulièrement par les journalistes, type, je pense au Superhuman Center, à Unbroken, enfin, il y a énormément d'ONG qui travaillent à la réhabilitation des soldats, mais aussi des civils qui se retrouvent. Parce qu'il y a quelque chose à entendre et que peut-être dont on ne prend pas assez la mesure. Quand on parle de bilan à chaque frappe russe sur l'Ukraine, quand on parle de blessés, on ne se rend pas compte de la gravité des blessures en général. Ce n'est souvent pas qu'une simple égratignure, que de bleu. Quand on voit les dégâts, a priori, voilà, on ne pense pas qu'il s'agit de simple égratignure. Et ça, c'est un immense sujet pour l'Ukraine, une immense tragédie pour l'Ukraine qui ne tient qu'à la volonté d'un homme et de ses sbires, mais aussi d'une partie non négligeable de la population des Russes qui lancent leurs frappes terroristes sur les civils ukrainiens. Et je veux dire, ce nombre de gens qui auront laissé, et de jeunes gens, et ça c'est extrêmement triste, parce que j'ai visité en Ukraine ces centres de réhabilitation-là qui sont pour les civils et pour les soldats. Il y a toute une génération en Ukraine qui apprend déjà à vivre avec sans jambes, sans bras, parfois les deux. Et avec de gros problèmes financiers également, parce qu'il faut payer les opérations, bien sûr. Et donc payer les prothèses, et de rappeler que dans toutes les aides qui sont accordées à l'Ukraine, il y a aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a un besoin immense qui est attribué à la reconstitution, si je veux dire, des corps de cette jeunesse-là, en fait. Et c'est important de le rappeler. Et peut-être qu'on passe trop vite parfois sur les bilans humains en parlant de blessés. Mais juste cette douleur. Là, dans le reportage de Margot Haddad, elle est du côté russe. J'aimerais pas qu'on essaye de faire une surenchère entre cette douleur de la population, je dis bien, russe et ukrainienne. Souvent, on espère ou on rêve que ce sont les populations qui feront pression sur les autorités, sur le pouvoir. Alors pas du côté ukrainien, bien évidemment, pour négocier quelque accord avec Poutine, mais du côté russe. Du côté russe, c'est pas trop possible parce que Poutine a quand même instauré une répression totale. Il n'est pas possible de critiquer la guerre. On est revenu quand même à un système répressif qui était inconnu. Il y avait quelques libertés sous Medvedev, il y en avait quelques-unes sous Gorbatchev. Là, c'est vraiment interdit. Et donc, il y a à la fois la répression, il y a aussi le fait, je suis pas sûr qu'ils ne veuillent pas montrer les images, parce qu'il y a aussi une façon de mobiliser la population en disant, regardez, voilà, l'Occident, enfin, le discours russe, c'est qu'il est attaqué, c'est pas lui qui a lancé la guerre contre l'Ukraine, qu'il est attaqué par l'Occident collectif et qu'il faut résister pour sauver la Russie. Et il y a des gens qui adhèrent de façon plus ou moins forcée à ce discours. Et effectivement, il y avait du temps de l'Union soviétique une révolte contre la guerre en Afghanistan qui a fait 15 000 morts en 10 ans. Là, il n'y a pas encore cette révolte. Il y avait les mères de soldats qui disaient c'est plus possible, c'était une guerre lointaine, etc. Et donc là, alors que le bilan est inconnu, mais autrement plus dramatique que cela, et puis on voit effectivement du côté russe comme du côté ukrainien, les gens qui reviennent blessés, qui reviennent amputés, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas encore cette révolte côté russe pour dire c'est pas possible, il faut arrêter la guerre. Et donc une partie a adhéré au discours de Poutine, d'autres sont dans la vengeance et beaucoup sont dans une passivité en fait. Il y a une sorte de passivité en disant voilà c'est comme ça, il faut attendre que ça passe quoi.